j'avais lancé comment grouper pour assembler des spindles, donc qui sont en fait des petits dispositifs qu'on laisse traîner dans le fermenteur et qui mesurent la densité et la température en continu et la transmet soit sur votre téléphone, soit sur un petit système de régulation de température ou autre, ou juste simplement pour avoir la courbe et suivre la fermentation sans devoir ouvrir le fermenteur, prendre un échantillon ou autre. Et donc on m'a demandé d'en faire un petit atelier pour présenter comment ça marche. Alors, je vais passer pas mal de trucs en vue, mais rapidement. Bon, un peu le principe, présenter les différents composants, où est-ce que on peut les trouver et comment se les procurer, quels sont les usages, les utilisations possibles. J'ai les pièces pour en monter un, donc je peux en monter un pour vous montrer, ça prend on a l'habitude d'une vingtaine de minutes, et faire la configuration initiale. Ce qui n'est pas inclus, c'est l'étalonnage complet, parce que là, bon, il faut des solutions de sucre et ça prend, pour un spindle, j'ai une bonne heure de boulot. Et non plus, parce que je ne l'ai pas encore fait, je ne pense pas le faire à court terme, c'est comment le configurer avec un Craft-Birpi ou un autre système qui permet de réguler la température du fermenteur. C'est possible, Nico l'a fait, mais voilà. Je ne parlerai pas là-dessus parce que je ne maîtrise pas le sujet. Alors pourquoi je l'ai dit, il y a un intérêt, c'est de suivre sa fermentation à distance. Vous pouvez avoir une fermentation sur le téléphone, peut-être dans la Tesla aussi. Ça fait des jolis graphiques. On peut faire la régulation de température. Vous pouvez conserver les fermentations au brassin à passer. C'est pas très cher. Ici, ils reviennent à 20 € pièce. Et bon, c'est un gadget très cool. Alors, en gros, toutes les étapes par lesquelles je suis passé, acheter, se procurer tous les composants, compter un bon mois, voire 2, puisque bon, ici, les batteries notamment, il m'a fallu 2 mois pour les recevoir de Chine. Le montage, quand c'est la première fois qu'on le fait, 1 heure. Programmer une première fois via le port USB, 1 minute. Et après, bon, 10 minutes de chipotage pour la configuration. La première calibration de l'étalonnage de l'accéléromètre, qui est le petit capteur qui donne l'inclinaison. Et ensuite, je disais, donc, jouer avec des solutions de sucre pour faire l'étalonnage de densité, là, compter 1 heure. Et après, vous pouvez l'utiliser. Voilà, donc, ça, c'est un schéma que celui de droite, c'est ce que j'ai repris sur le site Spindle, hein, mais c'est simplement le principe, c'est que la flottabilité est proportionnelle à la densité du liquide. Et comme on a quelque chose qui est asymétrique, contrairement à un bateau, le bateau, l'intérêt c'est que dès qu'il part sur le côté, les forces le font se redresser. Ici, au contraire, il reste en position instable, ou incliné, et cet angle d'inclinaison est proportionnel à la densité du liquide dans lequel il paye. Et donc, c'est ce qu'on va chercher à étalonner. Alors, en termes de composants, qu'est-ce que vous pouvez avoir dedans? Enfin, qu'est-ce que vous avez dedans? Au centre, c'est le microprocesseur, donc il y a un mini PC qui tourne à 80 MHz et qui a l'intérêt, c'est d'avoir une antenne Wi-Fi, un port micro USB, donc on ne se sert qu'une seule fois pour la programmation et pour des entrées-sorties analogiques, on n'avait pas à gérer ça puisque ça se fait tout seul via le circuit imprimé que j'utilise moi. Pour l'alimentation, un petit module de charge pour une batterie au lithium. Et donc là, vous avez un deuxième port micro USB qui, lui, vous utilisez un chargeur de téléphone portable pour recharger. Les autres capteurs, vous avez l'accéléromètre, donc c'est ce qu'il y a dans votre téléphone aussi pour mesurer l'inclinaison et autres, et un capteur de température, c'est un Dallas 1820, je pense que c'est assez courant aussi pour la régulation des fermenteurs, des choses comme ça. Alors les autres composants importants, c'est le tube. C'est ce qu'on appelle un petling. En fait, à la base, c'est
c'est les matrices qu'on utilise pour faire des bouteilles de PET de 5 litres. Et donc, voilà. Il y a une usine qui produit ça, puis ils mettent ça dans un moule, ils chauffent, ils injectent de l'air dedans et ça gonfle et ça vous fait les bouteilles PET de 5 litres. Bon. Et en fait, on en trouve facilement en ligne, c'est sur les magasins de géocaching. Donc c'est un lobby qui consiste à cacher des objets et avec un GPS, on peut essayer de les retrouver et les gens laissent une trace de leur passage et il y a toute une communauté là autour. L'intérêt, c'est que c'est complètement étanche. Voilà. Alors, les autres composants dont vous avez besoin, c'est soit un sled, donc littéralement un traîneau, soit un circuit imprimé comme celui-ci. Le sled, en fait, les composants que j'ai présentés au slide précédent, vous les fixez dessus et vous faites des rapports avec des connexions avec du fil électrique. Le circuit imprimé, il a l'intérêt, c'est de faire les deux fonctions, de support pour les composants et en même temps connecter tout ensemble. Ça, si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais ça, il faut les commander sur des sites spécialisés. Ça ne revient pas très cher, c'est 2 à 5 euros. Il faut commander par 5 minimum en général, ça reste très abordable. Alors, j'ai mis en bas donc, un point auquel il faut faire gaffe, c'est les tailles, parce que des packings comme ça, vous en avez de toutes les dimensions. Le gros avantage, c'est que les sleds, avec une imprimante 3D, vous ajustez la taille et vous faites celui sur mesure pour le tube que vous avez pu vous procurer. Le circuit imprimé, soit vous savez développer un circuit imprimé vous-même, soit il faut trouver le tube qui va bien avec le circuit que vous avez. Moi, c'est ce qui a fait que ces tubes-là, j'ai dû les commander sur un magasin de geocaching qui est en Lituanie. Ça se trouve peut-être ailleurs, mais là j'étais sûr, c'est le gars qui a fait le circuit qui dit dans ce magasin-là, vous aurez des tubes qui fonctionnent bien avec. Voilà, alors en termes d'usage, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc je disais, vous avez l'e-spindle qui traîne dans le fermenteur, qui mesure en continu la densité, l'angle, la température. Il mesure aussi l'état de la batterie, il va se couper quand la batterie est trop faible. Ça transmet via Wi-Fi à votre borne Wi-Fi à la maison. Donc, on verra dans le paramétrage, je vais vous donner le nom de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe. Et de deux choses l'une, soit ça envoie vers un site. Beaucoup d'exemples donnent Ubidots, qui est un site généraliste, donc qui n'est pas spécialement fait pour le brassage, mais pour tout ce qui est Internet des objets, et vers lesquels ça peut envoyer des données, valeurs numériques. Et après, vous pouvez tracer les graphes, mais c'est à vous, entre guillemets, de faire la configuration, de choisir quelles données vous voulez tracer en graphique et tout. Ça a l'avantage d'être très flexible, ça demande un peu plus de boulot, mais après, vous avez pas mal maintenant d'applications dédiées au brassage qui le font. BrewSpy, c'est sur smartphone, donc vous installez l'application depuis le Google Store, et voilà, vous ajoutez un e-spindle, il vous dit, entrez ces paramètres dans l'e-spindle, vous le faites, et vous avez les points qui arrivent directement dessus. Littlebob, Brewfather, c'est les sites sur lesquels on fait sa recette, donc c'est l'équivalent de Kersmith, mais qui permettent aussi de faire le suivi du batch. Et donc l'avantage, c'est que vous avez tout en ligne aussi. Brewerstrain aussi, qui est un site du genre plutôt américain. J'ai vu récemment Monitor.beer, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais ça fait aussi. Et sinon, l'autre option, c'est un petit Raspberry Pi, donc on a un mini ordinateur à la maison qui peut aussi recevoir des données, et lui, avec différentes solutions, peut faire la régulation du fermenteur. Alors ici, j'ai mis une flèche entre les deux, vous pouvez aussi mixer les solutions, envoyer vers un site web, et le Raspberry va chercher les infos sur le site web pour faire la régulation, ou inversement, envoyer sur le Raspberry, qui lui fait la régulation, et qui forward après vers le site web, comme ça, depuis votre smartphone, vous savez quand même jouer aussi la courbe de température. On peut jouer, on peut faire beaucoup de choses avec, mais il faut mettre un peu les mains dans le conduit. Alors, voilà, donc là c'est à peu près tout ce dont on a besoin pour en faire un. Donc le tube, je disais sur eBay, sur les magasins de geocaching, moi je l'ai acheté sur les magasins de geocaching. Donc PCB, circuit imprimé ou le sled, c'est l'un ou l'autre. Toujours faire gaffe, je l'ai dit, aux dimensions. Le Wemos,
l'accéléromètre, idem. Le capteur de température, c'est un truc archi classique. On en trouve sur AliExpress. Moi, je ne le recommande pas nécessairement parce qu'il y a beaucoup de faux. Parce qu'en fait, ça a la gueule d'un transistor. Et visiblement, certains n'hésitent pas à fourguer des transistors à la place. Et donc, on le met, ça ne mesure rien, ça chauffe, le composant crame. Voilà. Bon, et Reichelt, TME, ce sont des sites de vente de composants électroniques classiques. Farnell ou Mother aussi. Et ça coûte 1,50 €, je pense. Le chargeur, le petit circuit qui fait la charge de la batterie va être même chose, AliExpress. Le mini interrupteur on-off aussi. Les résistances, il faut 2 résistances, une diode, ça se trouve sur AliExpress. Tant qu'à passer une commande sur d'autres sites, moi je les prends chez eux aussi, c'est 2 5 pièces. Donc, entre la livraison en 7 jours ou plus ou moins un mois venant en Chine, je pense que la différence se vaut. Le support de batterie, idem. Là, ça peut être intéressant si vous avez la patience d'attendre sur AliExpress parce que, bon, enfin, comme moi du moins, si vous en commandez 10, parce que en Chine, ils viennent à 1 € pièce. Sur les sites, c'est plus de 2 €, 2,50 €. Sur 10, logique, ils gagnent 15 €. Sur 1, et les batteries, idem. En Chine, on a un bon prix. On n'a pas besoin de batteries haut de gamme pour les cigarettes électroniques. Parce que les batteries de cigarettes électroniques, elles ont des forts courants de décharge pour chauffer. Ici, c'est un circuit qui ne consomme rien, comme la batterie entrée de gamme, on va dire. Ce qui est important, c'est de toujours fonctionner après avec la même batterie, ou alors vous devez refaire l'étalonnage parce que c'est le poids de la batterie en fait, qui fait le contrepoids qui va donner l'inclinaison. Voilà, alors soit je fais la démo d'assemblage maintenant, ou alors je termine en vitesse la présentation. Peut-être plus simple, et comme ça. Donc, pour l'assembler, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut souder. Donc, pour avoir un petit peu d'expérience en soudure électronique, c'est des composants traversants, donc il n'y a pas de micro-composants. Il faut des petites broches, des pins mâles, un micro-switch, le circuit de charge, les résistances et la diode, le capteur de température, l'accéléromètre. Après, couper les pins qui dépassent en dessous du microcontrôleur, souder le microcontrôleur, et au final, voilà. C'est l'ordre à peu près dans lequel on soude les composants. Et je vous dis 20 minutes quand on a l'habitude. Sinon, si vous prenez votre temps, 1 heure pour faire ça proprement, c'est pas énorme. Alors, pour ceux qui prennent la solution d'avoir un circuit, voilà comment se représentent les 2 faces. Et donc ça, j'ai entouré, en fait, c'est les composants sur lesquels vous pouvez agir. Donc il y a le premier port micro USB qui est vers l'intérieur parce qu'en fait on n'utilise qu'une fois pour la programmation initiale. Après les mises à jour, vous pouvez le faire via la page de configuration. Un switch de reset, même chose. Tant qu'il est sorti du tube, vous pouvez faire le reset en poussant là. Mais sinon, une autre option, c'est ici en bas, le set, vous avez 2 petites broches. Et en fait, dès que vous ouvrez, vous y avez accès avec un petit tournevis pour circuiter les 2 broches. Et ça fait un reset aussi. Alors quand je dis un reset, ça ne remet pas les paramètres à zéro, c'est un reboot. Donc tout ce que vous avez configuré dedans, le nom de votre Wi-Fi, l'étalonnage et tout ça reste. Il ne faut pas avoir peur. Il y a une petite lettre de statut qui, lorsqu'il est en fonction, c'est la seule chose qui vous dit qu'il est en vie. Donc chaque fois qu'il se met en route, ça s'allume, il fait sa mesure, il se connecte au Wi-Fi, il transfère, et puis hop, il se remet en veille, et il est inaccessible pendant un quart d'heure, une demi-heure, le temps que vous configurez entre 2 points de mesure. Là, c'est le switch on-off. Là, des petites lettres de statut qui indiquent quand il est en charge. L'autre port USB qui lui est accessible dès que vous enlevez le capuchon pour la recharge. Et donc, les 2 petites pins pour faire un reset sans devoir sortir du tube. C'est comme ça que vous... Voilà. Alors, l'étalonnage, en fait, il y a 2 étalonnages. Un qu'on pourra faire ici rapidement, c'est simple. C'est le premier fois, c'est l'accéléromètre. Vous laissez le spindle à l'horizontale et c'est pour dire, voilà, ça c'est la position de référence 0. Et après, ce que vous devez faire, c'est des solutions de sucre, donc à 20 degrés plateau, et après vous faites des dilutions 15, 10, j'ai fait 15, 12,5, 10, 7,5, 5, 2,5 et 0. Et à chaque fois que vous laissez baigner dedans,
vous mesurez l'angle qui le transmet via Wi-Fi, et vous notez ça, et vous avez accès à une feuille Excel, soit sur le site de Spindle. Ici j'ai mis un autre lien, c'est une autre que j'ai refait moi-même, parce que la feuille Excel, il y a des macros dedans, c'est un peu chiant à manipuler. Ici, c'est l'équivalent, mais voilà, c'est sous LibreOffice, mais vous n'avez même pas de macro à exécuter, quoi que ce soit. Vous rentrez les valeurs et il vous donne en fait une équation qui convertit la mesure d'angle en densité. Il y a aussi un site en ligne, donc c'est une page web, là vous rentrez vos valeurs et ça vous fait exactement la même chose. Comme c'est un projet libre, accessible gratuitement, mais il y a plein de petites solutions disponibles à droite à gauche qui font la même chose au final. Voilà. Et alors en ressources, le plus gros sur lequel je me suis basé, c'est la doc du projet. Alors attention, si vous allez sur ispindle.de, vous avez une page documentation mais qui n'est pas nécessairement à jour. Il faut aller sur le GitHub du projet. Là-dedans, il y a les pages de documentation les plus récentes. Bien souvent en anglais, en allemand, parfois dans d'autres langues, mais c'est plus rare. Et un petit outil qui marche très bien, c'est moi qui l'ai écrit. En fait, c'est pour la configuration initiale, plutôt que lui demander d'envoyer déjà vers un site web, ça envoie directement vers votre PC. Et ça évite de devoir configurer un truc et tout. Et quand j'ai joué avec Spindle à calibrer, je n'avais pas passé l'un en mode config et puis hop, faire la mesure, passer le deuxième en mode config et tout. Je les avais tous mis en mode config, ils baignaient tous dans le truc. Et j'avais tous les Spindle qui s'affichaient sur mon PC, j'avais directement les valeurs notées dans Excel. Normalement, pour ceux qui en ont un tout assemblé, vous n'avez pas besoin de jouer avec. Si vous en montez un vous-même, vous pouvez l'utiliser ou sinon suivre les procédures qu'il y a sur le site. Voilà, je pense que niveau présentation, c'est tout. C'est le principe. Donc, vous savez où avoir tous les composants et comment. Je pense que le plus simple pour vous montrer comment l'assembler, c'est d'en faire un. Et si vous voulez en faire un en soudant, donc avec un traîneau imprimé en 3D, là on trouve aussi pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent comment câbler, comment connecter les petits câbles à droite à gauche. Des questions? Ouais. Un moteur inox. Ouais. Ça passe pas? Ça passe pas bien. Ouais. Donc deux choses l'une, soit que tu laisses entrouvert. Certains disent en mettre même fermé avec une borne Wi-Fi juste à côté, ça passe. Ou alors il faut faire un doigt de gant avec une antenne cardon. Là ça devient un peu plus. J'avais mis un répétiteur Wi-Fi juste à côté de mon fermenteur. Ouais. Tout juste. Il faut mettre une antenne à l'intérieur du fermenteur. Et la batterie, donc tu as dit tu as pris une petite batterie, tu tiens combien de temps avec sans charge du coup? Ici, moi ils tiennent, voilà, ça fait 2 semaines que j'ai fini d'assembler les premiers, donc théoriquement certains utilisent 3 mois. 3 mois, ok. Et donc oui, il y a une étape que j'ai oublié de noter, c'est sur le petit circuit d'accéléromètre, en fait il y a une petite LED qui elle est allumée en permanence comme une extension. Tu peux la couper? Il faut la couper ou la dessouder parce que c'est toujours ça de gagner. La seule LED que je conserve, c'est celle de statut du microcontrôleur, puisque elle s'allume 1 seconde toutes les 30 minutes quand on transmet les données. En fait, la batterie, ça dépend du nombre de fois où il va lancer les images. Voilà. Ouais, donc je ne l'ai pas dit aussi, si vous utilisez un service en ligne, certains restreignent la fréquence à laquelle vous pouvez envoyer des données, c'est le maximum tous les quarts d'heure, idéalement toutes les minutes. Vous pouvez mettre toutes les 30 secondes au départ quand vous faites l'étalonnage, mais généralement il n'accepte ça que pour 1 heure ou 2. Et après, soit il va vous bloquer, soit il va. Certains sites comme Ubisoft, je pense, ont un système d'abonnement et si on envoie trop de données, on consomme ses points et à ce moment-là, ça devient payant. Et alors, c'est quoi les transactions qu'il y a entre le Spindle et le service web, c'est port 80, donc on a besoin de rien configurer ou c'est un port unique? C'est comme tu veux. Okay. Tu peux voir dans l'interface de config, tu as le protocole HTTP, donc en 80. Okay. Tu as un protocole TCP brut, c'est celui que j'utilise pour le petit soft que j'ai développé. Là, tu configures le port que tu veux. Après, si tu es dans le domaine, il y a du MQTT. Non, ok, ça va. Donc, c'est très souple, c'est à toi de configurer comme tu veux. Même vers les services web, en général, c'est du port 80. Ah ouais,
inox, mais à travers une chambre de fermentation, ça passe. Je ne vais pas tester, mais normalement. Est-ce qu'on pourrait imaginer faire sa prise de mesure à la demande? Par exemple, ouvrir son frigo et on fait sa demande d'information. Non, parce que en fait, entre deux mesures, pour économiser la batterie, il s'éteint complètement. Ouais. Et en fait, il y a un petit timer qui le réactive après une demi-heure. Mais donc, pendant ce laps de temps, il est complètement inerte et tu ne sais pas lui dire ferme-toi et fais-moi la mesure maintenant. C'est automatique.